On va avoir un échange avec Olivier. Vous allez voir qu'on va essayer de le rendre un peu plus interactif, un peu inhabituel que du simple échange de questions-réponses. On va avoir une phase de questions-réponses pour rentrer dans le sujet, mais aussi on va jouer un petit peu ce soir, si ça te va, Olivier. Dans ce sens, c'est d'accord. Alors, sachez qu'Olivier n'a absolument pas eu aucune des questions que je lui posais ce soir. Donc c'est 100% de l'impro. Un tour de magie. Exactement. Il est là. Il est là. Et donc ensuite, à l'issue de notre échange qu'on aura, on va pouvoir remettre aussi des meilleures initiatives, des Positive Awards. Merci, vous avez été extrêmement nombreux à voter pour le coup de cœur du public. Il a dit si tu as des chiffres en tête ou pas, je sais plus, ou quelqu'un a les chiffres en tête. On a eu plus de 1200 likes, je crois, sur le post. Donc ça a bien fonctionné en termes de visibilité, donc merci d'avoir joué le jeu. Et puis évidemment, après le but, vous allez commencer par échanger avec vous et on va évidemment prendre du temps pour ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'assoit et puis qu'on puisse démarrer donc ce premier échange. Je vais passer juste. Je vais démarrer de manière très conventionnelle, j'ai envie de dire. Olivier, est-ce que tu pourrais te présenter et puis présenter ce concept de la robustesse et peut-être de le mettre soit en opposition, soit en perspective par rapport à la notion notamment de performance. Alors, donc merci de m'accueillir, ravi d'être là au Grand Palais. En plus, c'est un lieu emblématique quand même. Et aussi parce que ce dont on parle là, c'est un changement de culture. Donc, dans un lieu culturel, pour parler de changement de culture, ça fait sens. Alors, moi, je suis chercheur biologiste, plutôt en biologie végétale. Je travaille sur les plantes. Je vais pas vous parler de mes projets de recherche. J'ai aussi une casquette de directeur de l'Institut Michel Serres. Peut-être que voilà, certaines connaissent Michel Serres. Grâce à toi de plus en plus. Oui, ça dit, mais ouais, Michel Serres, sa pensée était très fertile à l'époque et elle est réactivée beaucoup. Donc c'était quelqu'un qui était quand même très impliqué sur ces questions-là. Donc voilà, Institut Michel Serres. Et donc pour aller sur le fond du sujet, robustesse, performance, deux points de définition. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc c'est quand même la définition du contrôleur de gestion. Ça n'a pas toujours été ça, la performance. Mais là, maintenant, c'est ça, la performance. Enfin, de façon plus mainstream. Et la robustesse, c'est la capacité d'un système à être stable et viable dans les fluctuations. La robustesse, ça vient du latin quercus robur. Je ne vais pas faire trop d'étymologie à cette heure de la journée. Quercus robur, c'est le chêne. Donc, un arbre, c'est stable dans le vent et c'est aussi viable parce que ça résiste aux gelées, aux sécheresses. Ouais, et l'articulation entre les deux, pour aller jusqu'au bout, quand on est robuste, ça veut dire qu'on a des marges de manœuvre, qu'on a du jeu dans les rouages, qu'on est capable d'encaisser les chocs. Et donc, ça veut dire qu'on est moins efficace, moins efficient. Donc, c'est là où il y a une articulation à trouver entre robustesse et performance. Alors justement, ton parcours aujourd'hui est plutôt associé au monde du vivant et ton point de départ aussi. À ton avis, qu'est-ce que les plantes nous apprennent que les entreprises refusent de voir aujourd'hui? Alors, il y a un truc, un petit jeu comme ça, là, puisqu'on est dans les jeux. Imaginez que votre entreprise soit un arbre. Ouais, l'arbre, c'est plutôt un beau modèle pour l'entreprise, parce que ça dure, ça encaisse les chocs, ça grandit, donc c'est plutôt pas mal. Alors, si vous regardez bien un arbre, il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de bourgeons, il y a beaucoup de racines, donc il y a beaucoup de redondance. Quand vous mesurez le rendement énergétique des feuilles, de la photosynthèse, 1%. Les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Puis après, si vous regardez la croissance de la plante, en fait, c'est une croissance qui est incohérente. Les plantes poussent en freinant. Puis que l'eau, c'est le moteur de la croissance. Plus elles poussent, plus elles font de la photosynthèse. Donc, elles rigidifient leurs cellules, elles synthétisent de la cellulose. Et donc, elles arrêtent leur croissance. Plus elles poussent, plus elles freinent. Donc, tout ça, c'est que des contre-performances, mais au service de la robustesse. On échangeait, j'ai eu le plaisir immense de pouvoir discuter une heure avant avec Olivier. J'ai quelques redondances justement sur nos échanges. Mais est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu as compris ce concept de robustesse? Comment ça t'est venu aujourd'hui? Parce que je dirais, un courant, comment tu l'appelles? Un courant de pensée? Alors, dans le champ de la biologie, c'est un sujet qui a toujours été là, mais qui est un peu on et off, quoi. Et dans les années, on va dire dans les années 80, en biologie, ce qui dominait, c'était plutôt la biologie moléculaire, où il y a beaucoup de cascades, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de en fait, c'est très axé sur la performance, quelque part. Donc c'est ça. En fait, c'est un peu biaisé le regard. Et en fait, même quand on regarde les documentaires animaliers des années 80, on va mettre en lumière la performance du vivant.
Quand on regarde dans le biomimétisme des années 80 aussi, c'était beaucoup, on va copier le vivant pour augmenter les performances. Ça fait. Ouais. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé au tournant 2000, hein, à peu près, on a eu la séquence du génome humain, plein de lettres, et on ne pouvait rien en tirer. Donc il a fallu adopter une approche systémique, faire interagir les choses entre elles. Et c'est là que le sujet de la robustesse est arrivé, parce que quand on commence à analyser tout un réseau de neurones, un réseau physiologique, un réseau métabolique, ce qu'on voit en premier, c'est la robustesse et pas la performance. Et donc ce courant de pensée, on peut appeler ça comme ça, c'est venu à ce moment-là, et là, ça s'est beaucoup développé. Donc c'est un sujet très chaud en biologie. Là. Et justement, puisqu'on parle de ce courant de pensée aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes actus, entre guillemets? Je sais qu'il existe un site qui s'appelle robustesse.org, qui a été déployé en France, en Belgique, .fr.be. Est-ce que tu peux me dire comment ce courant de pensée a évolué depuis? Ouais, en fait, il se passe plein de choses. C'est très riche. Hein, c'est vraiment. Ouais, c'est très pluriel. Donc, alors, le site, c'est larobustesse.org. Donc, c'est la robustesse en un seul mot. En fait, c'est un. Donc, il y a d'ailleurs quelques personnes ici qui sont Fabienne, notamment, qui est ici, et qui travaillent autour de ces notions-là. Donc, ça, c'était collectif de personnes en fait qui vont parler de robustesse, vont faire des interventions, des formations, qui développent des jeux, il y a des posters, il y a des vidéos, des audios, enfin, il y a vraiment toute une base de ressources pour créer des communautés apprenantes de la robustesse. Et aujourd'hui, il y a plus de 700 personnes dans des communautés apprenantes territoriales, thématiques, en France, en Belgique, au Québec. Donc en fait, c'est en train de se déployer un peu partout. Et en fait, pour moi, c'est ça l'actualité, quoi. Hein. Là, c'est en train de partir et de façon auto-organisée en apprentissage social. Donc c'est extraordinaire. Donc, en gros, tu n'es plus obligé d'être présent sur tous les rendez-vous. Absolument, absolument. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup d'acteurs du monde du privé ou du public aussi, mais en tout cas du monde économique et de l'entreprise. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment ça peut être appliqué dans le champ de l'entreprise. Et alors, c'est bien que tu faisais un parallèle entre le vivant et finalement et les organisations. Aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on puisse répondre vraiment très concrètement, et ça, c'est peut-être un challenge de la question. Comment, globalement, nous qui sommes des évaluateurs RSE, il y a deux grandes typologies d'entreprises, on va dire. Vous avez les entreprises de services et les entreprises plutôt industrielles de production. Pour faire un exemple un peu rapide. Comment, aujourd'hui, on peut imaginer appliquer la robustesse dans le champ d'une entreprise de l'industrie industrielle et comment on peut l'appliquer dans le champ d'une entreprise de service? Alors, très grande question. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Avant de le dire quand même, parce que je n'aurais pas donné l'impression qu'on va juste appliquer les lois du vivant à la société, le compromis performance-robustesse, c'est une loi universelle. Donc, elle est incarnée dans le monde vivant, mais on la voit partout. Donc, par exemple, je vais aller un peu dans l'industrie quand même. Si je veux designer un avion qui va être dans les turbulences, donc dans les fluctuations, dans un monde imprévisible, incertain, bah, cet avion va devoir être robuste avant d'être performant. Et du coup, dedans, je vais mettre des redondances, de l'hétérogénéité, 3 autopilotes différents, sur 3 circuits électriques différents, et on va le faire voler à 50% de ses capacités. L'avion est robuste avant d'être performant. Alors que nous, très souvent, on aurait tendance à dire que l'avion, c'est un objet performant. Non, c'est un objet robuste, parce qu'il n'est pas performant. Quand on voit le Concorde, il n'a pas duré très longtemps. Ouais, exactement, ouais. C'est peut-être un contre-exemple, exactement. Trop performant, peut-être, et trop. Ouais. Enfin, il y a plein de problèmes avec le Concorde aussi. Bon, ça, c'est juste pour dire que voilà, il n'y a pas de problème à appliquer ce qu'on voit dans le vivant, dans ce cas-là, sur la société, parce que c'est une loi universelle, le compromis performance-robustesse. Et du coup, dans l'industrie, alors, il y a plein de choses qui résonnent très fort avec la robustesse. C'est typiquement, si je fais du jetable, si je fais, en gros, je vais le dire de façon très générale, l'économie de la production, l'économie de la surproduction, c'est plutôt le monde qu'on est en train de quitter, le monde de la performance, où en fait on avait accès à plein de ressources, plein de pétrole, et donc on pouvait faire des objets jetables, de l'obsolescence programmée. Ça demande beaucoup de ressources, pas d'externalités négatives, pas de trous dans les chaînes logistiques. Bon, c'est que des trucs qu'on n'a plus. Hein. Et pas de problème géopolitique non plus. Hein. Oui, c'est compliqué. Donc, quand on commence à rentrer dans un monde où il y a des trous dans la raquette, des pénuries chroniques de ressources, des fluctuations géopolitiques, sociales, écologiques, on ne fait plus de l'économie de la production, on fait de l'économie de la fonctionnalité. Et là, je vais aligner parfaitement avec Fabrice Bonifay que tu citais. L'économie de la fonctionnalité, c'est faire des objets très haut de gamme, très robustes mécaniquement, mais qui sont partageables, reconditionnables, réparables. Donc, c'est tout ça, quoi. Hein. Et ça, c'est le sens donné à l'entreprise et à l'industrie est énorme. Parce que du coup, on produit moins, mais mieux. On produit des objets qui ont du sens, qui font du lien social,
qui font même le premier kilomètre de la démocratie. Les objets ont vraiment un rôle énorme, quoi, et là, l'industrie, elle prend tout son sens. Après, se pose quand même la question, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, quand même, de consumérisme, tout le modèle d'affaires est basé sur du volume de vente, sur des volumes qui sont plus importants avec des discounts, etc. On connaît tous l'histoire de l'ampoule, la première ampoule qui a été inventée, qui aurait pu durer 100 ans, mais finalement, le modèle d'affaires n'était pas derrière tout ça. Comment on arrive à faire, faire se retrouver la robustesse des produits et finalement je dirais l'équilibre économique, quoi. Alors en fait, il faut juste réaliser que pendant très longtemps, on a pensé que la rentabilité d'une entreprise était corrélée à sa performance. Et ça, c'était vrai quand il y avait une forme de stabilité, de prévisibilité, d'abondance de ressources. C'est plus vrai. Donc la rentabilité d'une entreprise n'est plus corrélée à sa performance. Les entreprises les plus performantes, hein, ce sont les plus optimisées, c'est celles qui se sont enferrées dans un canal étroit. À la première fluctuation, elles explosent. Donc elles sont plus rentables. Les entreprises les plus rentables, ce sont les plus robustes, parce que pendant que les entreprises performantes explosent en vol, elles libèrent le marché pour celles qui restent, les robustes. Et donc, alors pour donner un exemple, hein, Puisque la question c'était à la base, c'était ouais, des exemples concrets. voilà, exactement. Alors, je vais prendre l'exemple de Decathlon en Belgique, qui est un exemple pratique parce qu'il est quantifié. Pendant 3 ans, donc ça c'était le travail de Luc Tierlink, Whipley Circular. Pendant 3 ans, ils ont fait l'expérience dans les mêmes magasins de faire économie propriétaire, économie de la production, et économie de la fonctionnalité. Donc ça veut dire que dans l'économie de la fonctionnalité, les clients ont un budget, quoi. Ils peuvent emprunter des objets, donc c'est plutôt de la location, et ils vont prendre des objets, les rendre, etc. Donc en fait, ils ont accès à tout ce qu'il faut, mais c'est de la location. Alors, la première chose, c'est que pour le modèle économique de Decathlon, le problème, c'est pas le prix, parce que là, le public est captif, hein, le client est captif. Le problème, c'est le stock. Il faut pas que les objets reviennent tout cassés parce qu'ils sont fragiles. Donc, comment on fait pour inciter les clients à choisir les objets les plus robustes mécaniquement? Eh ben, on met les objets haut de gamme au prix le plus bas. Donc, on inverse le modèle économique. C'est ce qu'ils ont fait, hein, vraiment, hein, pendant 3 ans. Hein. Et alors, donc, le bilan économique, hein, en 3 chiffres, hein, c'est 3 fois moins cher pour les clients. Le résultat de Decathlon est multiplié par 6. L'empreinte carbone est divisée entre 15 et 30. Donc, il n'y a pas de question. Hein. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus rentable de basculer dans l'économie de la fonctionnalité parce que là, on tombe dans l'économie de service. Et en fait, on va plutôt gérer, c'est un peu des stocks, de la logistique, mais c'est surtout du service, quoi. Et c'est là qu'il y a de la rentabilité. C'est plus dans la production d'objets qui cassent tout le temps. Évidemment, c'est plus possible parce que les chaînes logistiques sont plus là. Ouais, surtout que la chaîne de valeur aujourd'hui elle est surtout externalisée, donc il y a un vrai enjeu. Après, ce qu'on n'a pas abordé, évidemment, c'est toute la chaîne de valeur post-achat, c'est-à-dire toute la réparation, les emplois locaux, on ne va pas du coup délocaliser, etc. Et donc ça, c'était plutôt une entreprise, on va dire, de production. Sur une entreprise de service, ça peut paraître peut-être un peu moins compréhensible aujourd'hui. Comment on peut appliquer la robustesse à l'entreprise de service? Alors, l'entreprise de service, la robustesse, en fait, il faut bien comprendre que pour être robuste, hein, il faut être au service de la robustesse de son territoire. Et que si, par exemple, je suis une entreprise qui est super robuste, enfin, le bâtiment, par exemple, est super robuste, j'ai des panneaux solaires, je suis en autonomie énergétique, je récupère mon eau de pluie, enfin, vraiment, je titre toutes les bonnes cases, mais mon entreprise fait de la fast fashion, je suis en train de détruire le territoire. Eh oui. Donc, je ne suis pas robuste parce que mon territoire ne va pas m'aider. Donc, en fait, pour une entreprise de service, pour moi, le point essentiel, c'est qu'il faut que l'entreprise soit robuste et au service de la robustesse de son territoire. Et donc, ça veut dire que les actions qu'on mène, c'est des activités avec de l'ancrage territorial, mais c'est, quand je dis au service de la robustesse du territoire, hein, c'est les territoires humains et non humains. C'est aussi la biodiversité du territoire, etc. Donc, ça veut dire qu'on va élargir le spectre énormément. Et là, pour moi, c'est un critère de choix. Le jour où il y a une grosse fluctuation, si on n'a pas ces liens au territoire, on plante. Aujourd'hui, l'État se pose beaucoup de questions sur ces sujets-là. Bien sûr, c'est des questions de souveraineté, en fait. Exactement. Enfin, on a tous vu apparaître le terme de souveraineté de manière beaucoup plus forte dans les médias sur les derniers mois, et pas que les médias, hein, de partout. Les fluctuations qu'on connaît aujourd'hui remettent au centre la notion de souveraineté et donc globalement l'alliance qu'on peut avoir au sein de notre territoire, quoi. Donc il y a de vrais enjeux derrière tout ça, quoi. Et c'est là qu'il faut bien définir la souveraineté parce que ce qu'on voit par exemple, si je vais citer la FNSEA comme ça un peu au hasard, mais qui va dire que la souveraineté c'est les capacités d'exportation. Il faut quand même y aller. Hein. Là c'est carrément déliant. Hein. Donc évidemment que la souveraineté, la souveraineté c'est l'autonomie et la viabilité du territoire. Donc ça veut dire que ce qu'on fait c'est au service de ça. Et là, si on fait de l'agroécologie par exemple,
Là, on ne dépend plus des engrais lointains, on ne dépend plus des pesticides, on soigne les gens. C'est là aussi beaucoup plus rentable. Hein. L'agriculture intensive, c'est 1 € dépensé, 3 €, enfin 1 €, on dépense 1 € dans l'agriculture intensive, ça nous coûte 3 € à la communauté hein, pour dépolluer l'eau, dépolluer les sols, les problèmes de santé. Si on fait de l'agroécologie, ça c'est une dépense évitée. Donc c'est évident que c'est une question de souveraineté qui a aussi bien, qui a beaucoup plus de sens sur le plan économique. Quoi. Et alors, ça, je trouve que c'est évidemment, enfin, je pense qu'on est à peu près tous alignés ici, que c'est extrêmement intéressant comme modèle. Maintenant, la plupart d'entre vous ont connu des déréglementations, notamment au niveau européen, comme l'omnibus, etc., qui a finalement réglementé les seuils de reporting volontaire, enfin obligatoire, pardon, sur les sujets RSE en général. Les nouveaux récits n'ont pas forcément le vent en poupe en ce moment. On est plutôt dans une RSE liée à l'économie et au gain d'activité et à une productivité finalement. Quelles sont les solutions que tu peux imaginer aujourd'hui pour qu'on arrive à pénétrer la sphère économique avec, dans une période où il y a quand même un backlash et un bon, allez, le télétravail c'est bon, hein, on arrête, le ceci c'est bon, on arrête, les baby-foot, on arrête. Grosso modo, comment aujourd'hui on peut réinventer le discours et les récits? Alors, c'est là où c'est extraordinaire, c'est que justement, et c'est pour ça qu'on est là, pour parler de robustesse, c'est que c'est là que ça joue. Le récit, à mon avis, si on commence en disant on veut avoir une belle politique sociale, on va être rapidement qualifié d'islamo-gauchiste. Ouais. La sobriété, ça n'a jamais fait rêver personne. Non, voilà, ça. Si on va dire, en fait, ma politique, elle est écologique, on va dire, c'est punitif. En fait, le social et l'écologie sont démonétarisés. Ça marche plus, quoi. Hein. Enfin, c'est plus du tout dans l'air du temps. Donc ça, il faut l'accepter, quoi, quelque part. Donc il y a une autre voie d'entrée qui est le monde fluctuant. Le monde fluctuant, c'est du fait observé. Ben là, on est en pleine canicule, mais le monde fluctuant, hein, c'est pas seulement la polycrise, le monde variable, quitter le monde de la moyenne, rentrer dans le monde de l'écart type. Hein, c'est pas ça, non. Enfin, c'est pas que ça. C'est en une phrase. Hein, le monde fluctuant, c'est le long terme vient au présent. Le long terme vient au présent. Ce que le GIEC prévoit en 2100, ça peut arriver cet été. Donc, ça veut dire que nos systèmes économiques, nos systèmes sociopolitiques, ça, doivent être capables d'encaisser une fluctuation de type 2100 cet été ou cet hiver, enfin, voilà, n'importe quand, mais en tout cas, à très court terme. Une fois qu'on a compris ça, il faut être robuste. Le monde fluctuant appelle la robustesse. Pour être robuste, il faut baisser les performances parce que c'est mécanique, donc, enfin, en tout cas, articulé avec la performance. Et qu'une fois, comment on fait ça? C'est là qu'on va activer le champ socio-écologique. Parce que là, il y a plein de solutions. Comme on disait, le tout réparable, l'agroécologie, toute l'économie de service qui va avec. Donc, en fait, on rentre par le monde fluctuant et on fait atterrir. Et donc, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est plutôt le produit de sortie. On rentre par le monde fluctuant, on passe par la robustesse et ça donne de la RSE. Et justement, c'est une de mes questions, ça tombe super bien. C'est quoi, vraiment en toute transparence, c'est quoi ton regard, toi, sur ce monde de la RSE? C'est exactement ça. Soit des centres libres. Ouais, voilà, moi aussi, j'ai mon avis. Enfin, voilà. Oui. En fait, la RSE, au départ, c'était responsabilité. Donc, on va mettre une contrainte supplémentaire sur les entreprises quelque part. Hein. On va ajouter, on peut le voir comme ça. Hein, quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce champ-là va se dire, on va ajouter une contrainte supplémentaire. Alors, c'est vrai que vu comme ça, si c'est une contrainte supplémentaire, il n'y a pas de désir. On ne va pas y aller volontairement, sauf si on est engagé, si on a envie d'y aller. Mais pour ceux qui n'ont pas envie d'y aller, ils vont y aller à reculons, quoi, et ils vont faire du moins 10 ans. Donc c'est pour ça, en fait, c'est un peu comme une phrase, sujet, verbe, complément. Si le sujet, c'est la RSE, il y a peu de chances que le complément soit très fertile, parce que la contrainte, rarement, va créer quelque chose de stimulant. Par contre, si on crée des conditions de robustesse et que ça fait émerger de la RSE, alors là, c'est génial. En fait, c'est un peu comme la sobriété. Si on met la sobriété d'abord, on va faire des avions sobres qui vont alimenter le low cost, le surtourisme, le transport de la fast fashion en avion cargo, etc. Par contre, si on fait des objets réparables, ça génère de la sobriété. Alors justement, puisque tu parles de sobriété, il y a un sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est l'IA. J'aimerais bien que tu te mettes à la place d'un dirigeant d'une PME aujourd'hui qui se retrouve confronté à ce changement sociétal, hein, moi je l'appelle comme ça. Comment tu réagis par rapport à ça si tu étais au patron d'une PME aujourd'hui en France, avec à la fois les moyens que te donne l'IA et à la fois les contraintes qu'on peut avoir derrière, les limites, les risques qu'il peut y avoir derrière tout ça aussi. C'est quoi, alors peut-être pas ton point de vue sur l'IA, mais j'aimerais qu'on explore le sujet vraiment applicatif, quoi. Qu'est-ce que tu ferais, toi, demain?
Alors, en fait, prendre un tout petit temps pour justement essayer de comprendre la révolution sociétale qui arrive là. L'IA, elle est là pour rester. C'est comme un alien qui sera arrivé de Mars et qui est là. Et l'IA va rester. Donc, penser qu'on va éradiquer l'IA, déjà, ça faut l'exclure parce que c'est comme le numérique. Il est là pour rester, ça va rester. Donc, on va vivre avec ce nouvel objet, ce nouvel individu, cette nouvelle culture qui l'accompagne. C'est la première chose. Ensuite, alors ça c'est personnel, avec mon compas performance robustesse, on fait le tri. On se dit qu'est-ce qui est au service de la robustesse dans l'IA. L'IA, notamment, ça permet, en tout cas, ça alimente une forme de sérendipité, donc le hasard heureux, ça peut donner des références auxquelles on ne pensait pas, des sources auxquelles on ne pensait pas, des nouvelles idées. Ça, c'est plutôt ajouter des cordes à son arc. Ça, c'est plutôt de la robustesse. On diversifie, on a plus d'hétérogénéité, ça, c'est plutôt de la robustesse. Bon, ben, c'est à peu près tout hein, pour la partie robustesse. Après la partie performance, alors là, c'est un peu un festival. Hein, ça permet d'aller plus vite, en effet, mais qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on a gagné ça donne encore plus le stress, ça fait de la performance administrative aussi, parce que si on peut écrire un rapport en quelques secondes, c'est évident qu'on va nous demander encore plus de rapports. Hein, ça, c'est un effet rebond administratif. Donc, faut vraiment réaliser à quel point l'accélération, ça ne marche pas. Hein, ça n'a jamais marché. Et après, alors si on creuse un peu d'où vient l'IA, en tout cas, son mécanisme, c'est intenable d'un point de vue écologique, tel qu'elle est construite actuellement, hein, c'est intenable d'un point de vue écologique, intenable d'un point de vue énergétique, intenable d'un point de vue social, intenable d'un point de vue éducatif, intenable pour la santé. Enfin, en fait, c'est en train de désapprendre, hein, et surtout, c'est pas tout dans la durée. Donc, si on prend tout ça, on se dit, bon, alors, l'IA, les meilleures IA, celles qui vont vraiment m'être utiles, c'est les IA les moins performantes. Parce que ces IA-là, elles vont obliger une hybridation avec les humains. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui c'est vraiment le bon choix. Ah ouais, mais c'est ça, c'est très contre-intuitif. En fait, une IA très performante, on va déléguer à l'IA. Et du coup, on va se rendre obsolète. Donc, je sors, on en parlait juste avant, je sors d'un podcast où on parlait de finance. Dans la finance, évidemment, que la performance, c'est un des sujets centraux. Si vous utilisez de l'IA et si vous ne vendez que de la performance, l'IA va vous remplacer. Vous n'aurez plus aucune valeur ajoutée. Donc, c'est évident qu'elle se passe ailleurs. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'IA, c'est que on va se poser d'autres questions. Dans le monde fluctuant, il faut plutôt regarder l'écart type. La vérité de l'IA, c'est de regarder la moyenne. La vérité de l'IA, c'est une vérité corrélative. C'est un biais vers la moyenne. On rentre dans un monde fluctuant, il faut plutôt voir l'écart type des valeurs aberrantes, donc celles qui sortent de la moyenne. Donc, si vous rentrez dans l'IA, c'est pas, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas l'utiliser, mais il faut savoir que vous allez être très. Donc, en fait, c'est très utile dans les moments de crise, dans les coups de bourre. Utiliser l'IA, le pompier dans l'incendie, oui, ça c'est très bien d'être performant. Et par contre, si vous vous habituez à utiliser l'IA absolument pour tout en permanence, ça va casser, forcément. Alors, Arthur Mersch a été audité il n'y a pas très longtemps et il disait justement que la France est un territoire fantastique pour l'IA parce qu'on a des ingénieurs de très haut niveau, parce qu'on a une électricité qui est peu carbonée et relativement peu chère ou stable en tout cas, et on a aussi des infrastructures, des champs, etc., qui sont capables d'accueillir tout ça. Quelle est ta position par rapport à ça? Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on est en train de devenir un pays du tiers-monde où on accueille des grandes entreprises américaines qui vont exploiter notre eau et notre électricité. Et donc, c'est vraiment le pays colonisé. Il faut quand même réaliser les conflits qu'il va y avoir sur l'eau et sur l'énergie, d'accueillir tous ces data centers, c'est vraiment incroyable. Même la mine Emily là, de lithium dans l'Allier, c'est pareil, c'est des projets obsolètes. Surtout au moment où on est en train de passer à la batterie au sodium. C'est sympa, ça c'est pour Émilie, mais sur les IA, donc, mon regard, c'est qu'en fait, oui, c'est très bien qu'on ait cette période là où on a encore de l'énergie, en fait, il faut l'utiliser pour construire le monde robuste qui vient. Certainement pas pour alimenter le délire de l'IA mondiale qui est plutôt des services pour des riches. On n'est plus du tout là-dedans. Ça ne va pas durer très longtemps ce monde. Enfin, je pense que dans cette salle, tout le monde est au courant qu'on est dans une bulle de l'IA qui est une énorme bulle et qui va exploser peut-être ce soir. Quand Sam Altman ou d'autres, hein, d'ailleurs, voilà, tous, là, quand ils demandent des milliers de milliards aux investisseurs pour des boîtes qu'ils obtiennent, pour des boîtes qui ne font pas recette, hein, qui remboursent à peine un prêt, quoi. Forcément que ça va lâcher ce truc-là. Enfin, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le monde entier qui fonctionne comme ça. Oui, mais sauf que là, ça atteint des niveaux complètement. Dans un autre champ, SpaceX, c'est une boîte qui ne fait aucun bénéfice. Je voulais en parler. Qui ne va pas en faire, voilà, qui va pas en faire dans les 20 prochaines années, et on va quand même. C'est là qu'il faut quand même réaliser le délire. C'est vraiment des projets extraterrestres au moment où la Terre est en train de nous dire qu'elle existe. Elle fluctue de plus en plus. Donc, toutes ces infrastructures, tous ces projets-là, ils font l'hypothèse
de l'abondance des ressources, de la stabilité et de la paix éternelle. Des hypothèses très fortes aujourd'hui. Et justement, on parlait de fluctuations notamment. J'avais aussi envie de t'interroger sur la notion de robustesse, de guerre, de période guerrière dans laquelle on vit aujourd'hui, et d'impact écologique qu'il y a derrière tout ça, parce que le prisme de la guerre aujourd'hui, on le voit notamment aux États-Unis, il est vu sous forme d'un jeu vidéo, quoi. On envoie des bombes et des soldats avec des gros muscles, et on a des systèmes qui permettent des drones, etc. Il y a derrière tout ça des impacts écologiques énormes, qui sont absolument pas abordés par les médias. Aujourd'hui, comment on peut allier robustesse à période guerrière, à nécessité de potentiellement se défendre, d'attaquer, qui est un gros mot aujourd'hui en tout cas en France. Comment aujourd'hui on peut amener la robustesse sur ces sujets-là et de manière plus générale, comment notre pays, parce que là on parle des entreprises, mais comment notre pays peut être robuste par rapport à ces fluctuations? Alors, je prends un exemple un peu anecdotique, mais qui est quand même symbolique. Ce qui vient, la défense. Alors, si on veut faire en version performante, on va faire des lignes Maginot. Les lignes Maginot, voilà, on va tout prévoir. Hein, ça, c'est pour le monde prévisible. Évidemment, le monde est imprévisible, ça marche pas. Donc, comment on fait une ligne Maginot version joyeuse, robuste, qui marche pas? Alors, en fait, on fait une tourbière. Une tourbière, ça arrête les tanks de Poutine. Mais c'est pas juste une ligne Maginot qui attend la catastrophe. La tourbière, c'est joyeux avant la catastrophe. Donc c'est joyeux tout le temps en fait. Ça stocke du carbone, ça met de la biodiversité. Et puis le jour, si jamais il y a des tanks de Poutine qui arrivent, ils tombent dans la tourbière. Voilà. Les drones vont passer aussi, hein. Ça marche pas pour tout, mais pour les tanks, c'est bon. Donc c'est ce qui se passe, hein. Je suis pas en train d'inventer ça, hein. Et c'est ce qu'ils font en Estonie, ils font ça en Pologne. On est en train de remettre des zones humides. De la low-tech, quoi. Ouais, c'est de la low-tech. Mais c'est extraordinaire parce que c'est beaucoup plus joyeux. Ça, c'est le monde, c'est la défense joyeuse, quoi. Mais pour quand même répondre de façon plus frontale, hein, sur le sujet de la guerre, il y a un peu de choses. C'est en fait, si on tient à son territoire, d'ailleurs c'était la phrase de J.D. Vance, hein, quand il était venu à Munich là, pour l'Europe, il avait dit je comprends contre quoi vous vous défendez, je ne comprends pas ce que vous défendez. Et ça, c'est très fort. Là, pour le coup, je ne suis pas du côté de J.D. Vance, mais là, je trouve qu'il a la formule est très très bonne. En fait, si on n'a rien à défendre, eh ben, on va se faire attaquer. Si par contre on a un fort sentiment d'appartenance à notre territoire, là on ne sera pas attaqué parce que on ne pourra pas se faire envahir. La dernière, j'avais créé avec quelques collègues qui sont arrivés We Are Europe, et justement, c'était des sujets de fond. C'était quoi le rêve européen qui s'est construit sur une idée de paix, notamment. Enfin, face à la guerre, justement, on unissait nos métaux, etc., pour pouvoir produire nous-mêmes nos canons et obus, etc. Et c'est parti de là. Et l'idée, aujourd'hui, c'est quoi le nouveau récit d'Europe? Et c'est vrai qu'on a eu, évidemment, enfin, à notre modeste échelle, beaucoup de mal à trouver un consensus sur ces sujets-là, quoi. On va passer à l'autre session pour sortir du question-réponse. J'ai une dernière question qui me touche plus personnellement. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos enfants aujourd'hui? Moi, j'ai 2 enfants, 9 et 11 ans. Il y a 10 ans, j'aurais dit, fais de la RSE, j'aurais dit fais de l'informatique ou inversement plutôt. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas quoi leur dire. Alors, première chose, une phrase. Le monde qui vient est plus joyeux que le monde qu'on quitte. Le monde qui vient est plus joyeux que le monde qu'on quitte. Hein. Oui. Mais vraiment, hein, c'est qu'en fait, ça va résonner avec la guerre. Le monde qu'on quitte, c'est le monde de l'abondance matérielle. On a ouvert la boîte de Pandore, du charbon, du pétrole, aujourd'hui des métaux. Quand on a accès à l'abondance de matière, en fait, on a un énorme filet de sécurité et donc on peut jouer à la guerre, on peut jouer à la compétition, on peut jouer à la performance. C'est ce qui se passe aussi pour les êtres vivants, hein. C'est pas seulement les humains, hein. C'est vraiment très très général. Maintenant qu'on quitte ce monde-là, hein, on a passé le pic de pétrole conventionnel en 2008, on va passer le pic de tous les pétroles en 2018, on va passer le pic d'à peu près tous les métaux dans les 10, 20, 30 prochaines années. Donc c'est terminé. Ce monde-là, ce monde d'abondance, il est terminé. Il est déjà zombie. Donc la bonne nouvelle, hein, c'est que quand il n'y a plus d'abondance matérielle, on la remplace par l'abondance des interactions, des coopérations. Et nous sommes des êtres sociaux, et là, on active une pulsion humaine très profonde. Et donc, pour des jeunes, voir ça, que ça, la joie, c'est de la résistance. Hein. On ne tombe pas dans le panneau de la performance qui conduit au burn-out. Quoi, hein. On dit, ben non, évidemment, je ne tombe pas là-dedans. Et du coup, qu'est-ce qu'on développe? Des capacités de coopération, du lien social. Donc, ça veut dire plein d'implications associatives, etc. Mais c'est aussi des savoir-faire presque manuels, l'artisanat, l'outil en main. Voilà, une super association qui accompagne des jeunes à faire de l'artisanat, finalement. Hein. Donc, ça peut être
la menuiserie, mais ça peut être aussi être plombier, être électricien, savoir se débrouiller, quoi, bricoler. Juste du bricolage, déjà, ça c'est déjà énorme, quoi. Parce qu'en fait, là, on active des savoir-faire, c'est très, enfin, faut vraiment de l'intelligence, savoir discerner, voilà. Bah, tout ça, c'est des savoir-faire qui vont leur servir toute leur vie. Et Manuel. manuel, voilà, et de la culture. On est dans un moment culturel. En fait, il faut juste réaliser, et ça, c'est une certaine Chloé Santorio qui m'a dit ça la semaine dernière, là, à Besançon, peu importe, mais qui travaille sur la démocratie radicale d'Athènes, Athènes antique. Hein. Et dans l'Athènes antique, les gens étaient, enfin les citoyens, alors pas les esclaves, hein, mais les citoyens grecs étaient rémunérés pour aller à des activités culturelles. Et quand le budget baissait, on augmentait la dépense culturelle. Parce que c'est ça qui faisait société. Et ça, c'est incroyable parce que ça résonne avec ce que dit Freud. Le meilleur antidote à la guerre, c'est la culture. Parce que quand on rentre dans la culture, en fait, on peut se faire la guerre. Voilà, c'est vraiment. Et ça, voilà, c'est ce que je dirais, ce que je dirais aux jeunes. Génial. Merci beaucoup, Olivier. On va passer à la deuxième phase, si vous voulez bien. Alors, je sais pas si tu vas réussir à dire d'ici là, parce que vous avez c'est un petit jeu qu'on avait envie de faire avec toi aujourd'hui. On va commencer des phrases et on voudrait que tu les termines. Si le capitalisme était une plante verte, il y aurait surtout besoin de. Alors, si le capitalisme. On est sur un spécialiste du film. Oui. Alors, si le capitalisme était une plante verte, il aurait surtout besoin d'une armée de jardiniers qui la boosterait à coups d'engrais, de pesticides, qui créerait en fait une bulle extraterrestre dans laquelle elle peut vivre et pour avoir le rendement maximal. Donc évidemment, ce serait une plante qui serait très 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 fragile parce qu'elle aurait des dépendances bien trop grandes. Qu'on pourrait exporter sur Mars, produire sur Mars. Voilà. Et en plus, avec voilà. tous les sous d'Elon Musk. C'est ça. Ok. Si une forêt avait un compte LinkedIn, son premier post serait. Alors son premier post, ce serait probablement reliez-vous, reliez-vous, le lien, quoi, parce qu'en fait, vous connaissez certainement cette histoire des symbiotes, ça a été très popularisé, des symbiotes entre les plantes et les champignons, et en fait, c'est un énorme réseau d'interaction. Il y a un mot un petit peu technique, la mixotrophie, bon, c'est avec un Y, c'est bon pour le Scrabble, ça, mais en fait, c'est des exemples, si vous allez en forêt, parfois, vous allez tomber sur une plante toute blanche, qui n'a pas de chlorophylle, bah ça c'est une plante qui est nourrie par un champignon, le champignon est nourri par un arbre. Donc c'est des nutriments qui passent d'une plante à l'autre via un champignon. Probablement, ça sera peut-être la première histoire du poste. Ok, super. Dans un monde robuste, les PowerPoint auraient moins de slides et plus de. Alors là, la réponse serait donnée par un certain Bastien Jacobiac, qui fait partie de la communauté La Robustesse.org. Et en fait, il fait des interventions sur la robustesse qui commencent comme un PowerPoint, et puis il y a un problème, il y a un bug. Et le PowerPoint plante. Et là, il tire à une ficelle, il met des petites feuilles A4 avec des pinces à linge et il fait dérouler ses diapos. Bah, c'est incroyable, mais le message passe vraiment différemment. Avec du low-tech, il y a de l'émotionnel, il y a du tangible, hein, et il se passe autre chose. Excellent, excellent. La pire idée que l'on ait empruntée à la nature, c'est. Il doit y en avoir un paquet, à mon avis. Hein. La pire idée qu'on a empruntée à la nature, c'est d'avoir lu une seule facette de Darwin. En fait, ce qu'on a emprunté à la nature, hein, c'est l'eugénisme, le darwinisme social. Donc on a juste extrait de la pensée de Darwin juste la partie compétitive, la compétition. Alors que Darwin, c'est un naturaliste, hein, il a énormément parlé de coopération. Et sur la fin de sa vie, il parlait surtout de coopération. L'affiliation de l'homme, hein, ça parle que de coopération, de sympathie. En fait, il est en train de dire que la sélection naturelle qu'il a écrit dans l'origine des espèces, bah, c'est plutôt la sélection sexuelle en fait qui compte. Et donc, vous voyez, un paon, par exemple, un paon, vous voyez, avec toutes ces plumes colorées là, ça, c'est un énorme gyrophare qui dit je suis une proie. Ça marche pas vraiment bien avec la sélection naturelle. Hein. Et pourtant, ça résiste. Ouais. Ça, c'est robuste. Et ça, on l'a un peu oublié. Ouais. Donc, c'est certainement le pire truc qu'on ait pu vivant. Excellent. Si la robustesse avait un slogan publicitaire, ce serait durer et transmettre. Durer et transmettre. C'est une pulsion humaine profonde et la robustesse le permet dans un monde futur. Mais il faudrait quand même durer, parce que ça, c'est un petit peu sec. Hein. Sinon, ce serait un adage zen. Celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. La robustesse, c'est explorer tous les autres. Excellent. Le dernier, le métier. Ah oui, j'ai déjà fait, je suis désolé. Alors, je l'ai des deux côtés, c'est pas grave. On va passer à la
dernière phase, on va dire, de l'échange avec Olivier. On voulait, enfin, le but de ces soirées aujourd'hui, c'est clairement de nous ouvrir les yeux sur certains sujets. Et en fait, on est tous sensibles à plusieurs médias. Ça va être l'image, la parole, etc., les gestes. Et donc, j'avais envie aussi de porter aussi des images, parce que l'image porte aussi beaucoup de messages. Et j'ai eu la chance de découvrir, grâce à ma chérie qui est là aujourd'hui, Martine Parr, qui était dans une exposition au Jeu de Paume il n'y a pas très longtemps à Paris, c'était vraiment super. Et j'ai trouvé ça hyper riche en, je dirais, en messages. Et j'avais envie de te faire réagir sur quelques extraits que l'on a choisis. Donc le livre, pour information, est en consultation, c'est le mien, donc si je peux le laisser là, ce serait super. Il est en consultation ici, pour n'hésitez pas à le voir derrière, c'est vraiment extraordinaire. Et donc on avait envie ah oui, pardon. Bon, c'est pas grave. Du coup, on avait envie de te faire réagir. Je sais pas si tu arrives à voir d'ici là, ou si tu veux pour le voir un peu plus gros, n'hésite pas. On a trois pans entre guillemets trois prochains slides entre guillemets. Donc le premier, c'est notre manière de nous détendre. Donc Martin Parr, c'est écrit un peu de loin, désolé, mais c'est un photographe documentaire britannique qui est connu pour avoir documenté la société de consommation mondialisée et ses loisirs. C'est assez bluffant ce qu'on peut voir sur les 40 dernières années, l'évolution de nos modes de consommation avec une vie sans limite planétaire, j'ai envie de dire, du tout pétrole, des évolutions, etc. Donc, est-ce que j'ai envie de te faire réagir par rapport à cette même monde en plastique sur une plage, par rapport à cet enfant, je vois pas de loin, mais qui se dort devant un tank qui est posé sur une plage comme ça. J'aimais beaucoup cette image, je ne savais pas trop où la mettre, last day, mais il y avait une double, il y avait un double message derrière. C'est vraiment le last day, quoi. Et puis ce monticule qu'on a tous connu quand on part en vacances, on a oublié le bob, je sais pas quoi, l'ombrelle, et ben on va acheter une ombrelle à 3,50 € qui, au bout de 3 utilisations, se retrouve là. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ça? Alors, j'ai pas mal écrit sur enfin, une expression ringardiser la performance. Il me semble que Martin Parr, c'est ce qu'il fait quelque part. Enfin, il ringardise un modèle de société qui est délirant. Enfin, en gros, se détendre, hein, ça dit tout. Hein, c'est en fait dans le vivant, la tension est un bon présage. Parce que s'il y a une tension, c'est qu'il y a de la vie. Si on se détend, c'est plutôt mauvais signe. En fait. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut jamais se reposer, hein, c'est pas ça. Hein. Mais c'est la tension, en fait, ça veut dire qu'on est vivant, stress aussi, hein. Qu'on rebondit, voilà, exactement. Alors, en fait, tout ça, ça fait partie du vivant, quoi. Et en fait, on oscille, on est plutôt en oscillation, on est plutôt comme une balle qui rebondit, quoi. On n'est pas juste posé. Voilà. L'eau tiède, hein, ça c'est l'eau tiède, quelque part. Hein. L'eau tiède, c'est la mort, en fait. Hein. Ouais, c'est le confort du monde stable. Voilà. Dans le monde fluctuant, on va se sentir vivant. C'est pour ça qu'il est plus joyeux, ce monde-là. Et donc là, en fait, alors, en plus, ces couleurs très flashy à la Martin Parr, là, qui sont bien pop art à fond, ça dit bien, c'est en fait c'est des photos très sucrées, en fait. C'est comme, c'est un fast-food, mais en version photographique, quoi. Ça va vraiment être très flashy, très attractif. Puis quand on rentre dans la photo, on se dit, ah ouais, en fait, ça, j'en veux pas. Et donc, en fait, c'est trop de sucre dans le McDo. C'est vrai. Ça aussi, j'aime beaucoup. Je fais quelques petites sélections, hein, mais notre manière de nous divertir, c'est très étonnant. Si vous voyagez un peu dans le monde, vous allez dans des pays arabes, vous allez dans des pays asiatiques. Ils ont pas tous, on n'a pas tous la même manière de nous divertir. Et dans les pays occidentalisés, ça reste très orienté alcool, plaisir interdit, etc., etc. C'est quand même assez représentatif, je trouve, d'une civilisation. Quand on voyage dans le monde, on s'aperçoit que finalement, c'est peut-être pas si naturel que ça, en fait, que l'homme n'a pas forcément besoin de ça, mais en tout cas, notre civilisation, qui est censée être la plus avancée sur ces sujets aujourd'hui, trouve une manière de se divertir de cette manière-là. On voit aussi donc des jeunes qui font la fête et qui sont dans un état d'ébriété avancé. On voit au milieu une personne bien portante au milieu d'une plage avec deux esclaves du temps moderne qui sont en train de lui faire une manucure ou un massage, je ne sais quoi. On voit en bas à gauche tout un lot de consommation de personnes qui sont au ski avec la vodka qui n'a rien à faire dans un environnement montagnard, entre guillemets, et autres. On voit effectivement ce qui est génial, cette photo avec les millions d'appareils photo qui prennent la Joconde en photo de loin, alors qu'elle est vraiment beaucoup plus facilement et beaucoup plus propre sur Google ou d'autres systèmes. Vous l'avez en bien meilleure qualité, donc sur un livre, idéalement.
Et puis à droite, vous avez encore une dame qui est multitâche, hein, on peut voir, qui est capable de fumer une cigarette, boire un verre en même temps et de téléphoner. Qu'est-ce que tout ça t'évoque? Alors là aussi, je vais rebondir sur le mot divertir. En fait, ce qui est fou, c'est qu'en effet, on a l'impression on a une diversité là, d'échappatoires, alors qu'en fait, c'est des manières de se convertir à la société de consommation et à la société de la suraccumulation. En fait, c'est que de la suraccumulation, hein, de tout. Et en effet, cette dame avec tous ces objets, elle n'a rien lâché, quoi. On veut tout avoir. Et donc ça, c'est en fait le divertissement. Alors, je suis intervenu chez Ubisoft et j'aurais exactement dit ça. J'aurais dit non, votre métier, c'est plus du divertissement, votre métier, c'est le déraillement. Il va falloir accompagner un changement culturel. Et donc, il va falloir dérailler. Parce que là, ça, c'est des rails. C'est les rails. On est sur des rails de la consommation. C'est mortifère. Ça ne peut pas marcher dans la durée. Donc, dérailler, ça veut dire, en fait, requalifier le divertissement, finalement. Et se rendre compte que on peut certainement se divertir d'une autre façon. Alors, par exemple, on a les gens, juste en se baladant dans la forêt, se relier au vivant, se discuter ensemble. Enfin, voilà, il y a plein d'autres façons de se divertir. On n'est pas obligé de tomber dans la consommation pour se divertir. Et on va terminer par cette slide. On est revenu sur tes amours de toujours, qui sont la nature. J'adore, il y avait plus de photos que ça, mais on en a gardé que 3 finalement, parce qu'il y a aussi une continuité, vous allez voir sur les 3 photos, au moins 2 d'entre elles. Et c'est notre rapport au vivant. Je trouve ces photos extraordinaires. Donc on a un petit chien qui porte des lunettes parce que le vivant doit être mignon. On a effectivement un pigeon qui mange du poulet. On a une femme qui peut-être a pris le chien qui était à gauche pour en faire une espèce de d'écharpe. Donc voilà, ça c'est notre rapport au vivant. On le consomme, on le rend mignon d'une manière ou d'une autre, on l'enferme dans des cages, etc. Ou alors on le porte, hein, parce que c'est vrai que depuis la nuit des temps, une fourrure c'est quand même chaud. Ça, c'est la phrase de Joël Zask, philosophe marseillaise. Le dehors devient un dedans. C'est qu'en fait, notre rapport au dehors, c'est le même rapport qu'on a avec sa table basse dans son salon. Et donc, le vivant, ça devient utilitariste. C'est des choses qu'on mange, c'est des choses qu'on porte. Voilà. Et puis, quand c'est des vivants non humains, on va mettre des lunettes pour qu'ils soient humains, quoi. Donc, vraiment, on va tout domestiquer. Et domestiquer, c'est vraiment ça, hein, c'est le dehors qui devient un dedans. Donc là, il y a clairement une grande question à se poser, et notamment, alors dans la société de consommation, c'est une caricature, c'est que tous les jours, on voit des vivants. On voit des lions, on voit des girafes, on voit des tigres, hein, c'est incroyable, on n'en a jamais tant vu. Hein. On est la première génération, ou les premières générations, à avoir autant d'animaux sauvages, mais ce sont des logos. C'est des logos de marque, quoi. On voit même j'ai écouté une émission sur le baladeur il n'y a pas longtemps d'une femme qui allait visiter des fonds marins extrêmement profonds. Pareil, on voit des animaux qu'on n'avait jamais vus de notre existence, en fait. Hein. Donc ça finit sur des photos sur Internet, etc. Quoi. Voilà, en fait, c'est ça. On est en train de matérialiser. En fait, le paradoxe ultime, c'est que nous commençons à découvrir une grande partie de la biodiversité de planète. Il en reste plein qu'on ne connaît pas encore. Hein. Donc, nous, on ne connaît pas toute la biodiversité. Par contre, toute la biodiversité nous connaît. Parce que tous les animaux ont des nanoplastiques dans leur sang. Donc, c'est ça qui est dingue. C'est un moment d'inversion complet. Quoi, hein. Et donc, voilà, quelque part, Martin Paul le dit aussi comme ça. Ouais, ça me faisait penser une baleine aujourd'hui qui meurt peut alimenter tout un système de sous-marins pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'une baleine qui meurt aujourd'hui, ça fait vivre des générations entières d'animaux et d'insectes, etc. Donc c'est hyper intéressant. On va passer, si vous voulez bien, à la phase de questions-réponses, si vous en avez. On a abordé plein de sujets aujourd'hui, donc on est sur un format court, on sait qu'on est en fin de journée, etc. Donc le but, c'est pas non plus de passer trop de temps, entre guillemets, sur ces espaces-là, mais est-ce que est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser ou dont vous rêvez de poser à Olivier? Est-ce que quelqu'un a une question? Et on peut faire passer le micro. Merci. André. Bonsoir Olivier, merci pour le partage des idées, des propos et de la vision. La robustesse est devenu un terme dont beaucoup on a eu vent et maintenant se familiarise avec lui. À quel moment dans votre parcours, c'est un parcours intéressant, à quel moment cette notion de robustesse est arrivée dans votre tête?
Alors, dans le laboratoire, c'est venu progressivement avec ces changements du rapport à la complexité du vivant. Mais voilà, quand je suis sorti du laboratoire, c'est quand ça a cliqué avec mon éco-anxiété, en fait. C'est que, bah, comme beaucoup, j'imagine beaucoup d'entre vous, on se dit, bah là, quand même, on rentre dans le dur, là. C'est la fameuse phrase, hein, c'est pas l'été le plus chaud des 100 dernières années, c'est l'été le plus frais des 100 prochaines années. Donc là, dès qu'on commence à se dire ça, on se dit, ah oui, donc là, ça tape, hein, quand même. Donc là, on se dit éco-anxiété. Et donc, j'avais mon éco-anxiété et ma robustesse au laboratoire, et en fait, je n'avais pas fait le lien. Et lors d'une conférence à Berlin, avec un tiers d'artistes, un tiers de société civile, un tiers d'académiques, c'est des artistes qui m'ont dit, mais tu sais que ton éco-anxiété et ta robustesse du laboratoire, c'est les deux faces de la même pièce. Et là, j'ai eu une forme d'eureka, mais bah oui, j'avais pas vu. En fait, je n'étais pas autorisé. Parce que moi, je viens plutôt de la biologie moléculaire et cellulaire, donc plutôt de la biologie petite échelle. Et bon, bah, l'éco-anxiété, c'est social, sciences sociales, écologie, donc c'est des grandes échelles. Donc, c'est pas du tout légitime, quoi. Et là, bah oui, en fait, si, parce que voilà, la systémique, c'est multi-échelle, et là, ça a cliqué, quoi. Donc c'est là où j'ai commencé à sortir du bois, si on peut dire. Et donc commencer à tester la robustesse en la soumettant aux fluctuations des rencontres. Et ben, en fait, j'ai appris au fur et à mesure, voilà, et voilà, c'est sorti comme ça. Une autre question? Merci beaucoup, c'était très intéressant. Un peu angoissant, mais voilà. La première question, c'est par rapport à tout ce que vous disiez par rapport à l'IA, toute cette désirabilité de ces choses-là où on fonce tête baissée, et alors que c'est des choses qu'on ne connaît pas encore, et que voilà. Et finalement, on voit ce que donne l'environnement et tout ça, et finalement, il n'y a pas de changement quand même qui se fait. Donc ça, c'est une première question. Enfin, pas de changement massif, en fait, et suffisant. Alors que de l'autre côté, ça va très vite et ça change très vite. Et mon autre question, je viens d'oublier. Je vais déjà répondre à la première, si jamais la seconde vient. Alors, ce que vous décrivez, c'est l'exemple typique En fait, ça révèle que nous sommes dans une forme de dérive sectaire. C'est qu'en fait, on peut le dire en une phrase, hein, nous sommes dans une forme de burn-out planétaire, un burn-out des humains, un burn-out des non-humains, et on pense que la solution pour résoudre le burn-out, c'est d'augmenter les performances. Vous voyez le délire quand même, hein, c'est comme dire à quelqu'un qui a un burn-out, allez, fais un effort. Oui, c'est aussi délirant que ça. Donc là, c'est là qu'on voit qu'on est dans une forme de dérive sectaire. C'est qu'en effet, ce qui a le vent en poupe, ce sont plutôt les solutions performantes, au milieu d'un burn-out. Alors comment on fait et pourquoi on n'a pas encore déraillé? À un moment donné, c'est parce qu'on n'a pas pris la mesure de la profondeur culturelle de la performance. Pendant longtemps, on a dit c'est juste un problème d'énergie, quoi. Faut passer du pétrole au panneau solaire, quoi. Ah oui, très bien, mais ça c'est très superficiel. Donc, si on change la culture, c'est vraiment la culture de la performance. Et donc, les méthodes de déprise sectaire, et je dis bien c'est de déprise sectaire, nous sommes sous emprise de la performance, hein. Comment on sort de ça? Les méthodes de déprise sectaire, et ben en fait, c'est beaucoup plus profond que juste avoir des solutions super bien à côté de nos habitudes. On ne change pas les habitudes. Si vous allez voir quelqu'un qui est dans une secte en lui disant mais c'est bien mieux ailleurs, bah, cette personne va rester dans sa secte. Voilà, c'est une forme de déni et surtout on ne change pas ses habitudes et on est convaincu que c'est la bonne voie. Donc comment on fait pour faire sortir les gens d'une secte? Il faut créer des bugs, des moments d'arrêt. En fait, il faut créer un espace dans lequel les gens en fait se confrontent à leur propre dissonance. Parce qu'il y a des dissonances, hein. Les gens qui sont dans les sectes, il y a des dissonances, mais elles sont complètement étouffées, freinées, quoi. S'il y a un espace d'arrêt, alors ça peut être un burn-out, hein. Un burn-out, c'est votre corps qui vous arrête, mais ça peut être beaucoup plus joyeux que ça, hein. Ça peut être un séjour sabbatique, un voyage, une rencontre, un artiste, hein, aussi, hein. Les artistes, hein, s'ils génèrent du trouble, hein, aussi, hein. Donc ils créent des dissonances, en tout cas ils révèlent des dissonances. Là, on commence à créer ce moment où on se dit, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Donc c'est même pas de la conviction, hein, c'est juste dérailler du déni en fait. C'est juste se dire ah peut-être quand même qu'il y a quelque chose à voir à côté. Une fois qu'on a créé ce moment-là, là c'est sûr qu'on va changer. Évidemment, c'est le premier pas, c'est la première pierre de la cathédrale. Et après on y va. Il faut créer ce moment-là. Si on pense juste voilà lister quelques petites solutions et penser que ça va convaincre les gens, ça marchera pas. C'est vraiment culturel. Il faut penser. C'est ce que dit Denis Meadows, hein, le premier auteur au rapport au Club de Rome. Ce sont nos habitudes qui construisent les crises.
Ce sont des habitudes qui construisent des crises. C'est les habitudes qu'il faut questionner. Comment on questionne les habitudes? En créant des bugs, des arrêts. La deuxième, c'était ça, c'était savoir comment on fait justement pour faire bouger les gens et leur faire prendre conscience de l'importance, de où est l'importance. Oui, bah voilà, donc l'arrêt crée ce moment-là, et quand on va chercher, et donc je vais quand même répondre au mot angoissant, parce qu'en fait, la robustesse, ce que ça crée, c'est de la sérénité. En fait, la sérénité, c'est de la sécurité qui n'a pas besoin de contrôle. On a tous besoin d'être en sécurité, hein. Je suis sûr que pour l'élection présidentielle, la campagne électorale, on va parler de sécurité du matin au soir, hein. Et on va parler que de contrôle, en fait. Il faut juste réaliser que le contrôle, c'est le contraire de la sécurité. Quand on met des caméras de vidéosurveillance partout à Téhéran, c'est du contrôle soi-disant au service de la sécurité. Ben non, quand le Mossad israélien hack les caméras de Téhéran, ça met le régime iranien en insécurité. Le contrôle, c'est la faille de sécurité. Toujours. Donc en fait, une fois qu'on a compris ça, ben on prend des marges de manœuvre, et donc là, on se sent en sécurité, et c'est de la sérénité, parce qu'on n'a pas besoin de contrôler. Et ça, c'est là où c'est beaucoup moins angoissant pour moi. C'est qu'en fait, si on a plein de solutions de mobilité dans son territoire, de l'agriculture produite localement en circuit court, on a des services qui sont plus rentables parce qu'il y a du lien social et que ça nourrit la démocratie locale, et que les citoyens ne sont plus enfermés dans la dictature du pouvoir d'achat, mais qu'on a créé les conditions dans lesquelles ils n'ont plus besoin d'acheter parce qu'ils ont des services, partagés, partageables, là, tout le monde est beaucoup plus serein. Et on ringardise le cœur du système qui est en train de s'effondrer. En fait, ce que je dis souvent, c'est que ce qu'on voit sur les chaînes d'infos continues, c'est le monde ultra performant qui s'effondre. C'est pour ça que c'est spectaculaire. Je vous invite vraiment à faire une veille dans vos quartiers, dans les villages, des initiatives robustes qui sont en train de se développer. Il y en a partout, 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 mais c'est des milliers et des milliers. Et ça n'arrête pas de grandir, hein. C'est la fameuse phrase, hein, le proverbe africain, hein, un arbre qui tombe, c'est plus de bruit qu'une forêt qui pousse. La forêt pousse très vite. Et Génial. On va terminer sur ces mots très positifs. Merci beaucoup, Olivier Hamon. À plus tard. Merci beaucoup.